Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9e épisode des lundis de Ruralytique, en fait une session hebdomadaire de présentation d'initiatives liant les questions de jeunesse et de numérique appliquées aux territoires ruraux, puisque les 24, 25 et 26 août prochains, ce sera la 16e édition de Ruralytique à Aurillac dans le Cantal, qui porte sur la jeunesse et qui s'est placée sous le slogan de jeunesse rurale, avenir égal. En matière de revue de presse, je voulais simplement vous signaler la sortie de l'excellent livre. Alors là, on ne voit pas bien parce qu'il y a l'effet derrière moi, donc je vais corriger ça tout de suite. Voilà. Je vous invite à le lire, c'est passionnant, mais je l'ai reçu ce matin, je n'arrive pas à m'en défaire. C'est Valérie Joussaume, Ploug Pride, un nouveau récit pour les campagnes. C'est passionnant, donc si vous vous intéressez à la ruralité de près ou de loin, 24 € chez l'Aube, ça les vaut, croyez-moi. Voilà, après cette petite page de publicité, je voulais donc vous inviter à écouter aujourd'hui Julie Le Seur, qui est directrice générale de la Fondation SFR, et Grégoire, qui est donc chargé de mission Déclic chez nos amis de We Take Care, pour vous présenter le Déclic, qui est la première plateforme de e-bénévolat pour les entreprises, qui rapproche à la fois des salariés qui veulent donner du sens et donner du temps et partager leurs compétences, et puis des jeunes qui, pour certains, se cherchent ou qui ont des ambitions dans ces métiers des technologies incarnés par SFR, qui est des principaux opérateurs nationaux et internationaux, et qui, du coup, après un long travail, et notamment avec Emmaüs Connect, a développé et lancé cette plateforme à la toute fin de l'année dernière. Voilà, Julie, c'est à vous. Bonjour à tous. Merci Sébastien. Mais donc, c'est très bien résumé. Tu as bien résumé les déclics. Alors du coup, un petit mot quand même avant de laisser la parole à Grégoire sur les actions de SFR et de sa fondation en matière d'engagement sociétaux. Il faut savoir que l'engagement sociétaux est au cœur de nos préoccupations, et notamment l'engagement en faveur de l'égalité des chances, qui constitue en fait, qui est au cœur de l'identité des SFR, grâce notamment à sa fondation qui a été créée en 2006. En fait, la fondation concentre ses actions autour de deux grandes causes qui sont l'inclusion numérique à travers son partenariat avec Emmaüs Connect et son association sœur We Take Care, donc ici présente. Pour un petit mot sur Emmaüs Connect et We Take Care, si aujourd'hui on entend beaucoup parler de la fracture numérique, elle a été vraiment mise en évidence il y a maintenant 1 an avec le premier confinement. Avec We Take Care et Emmaüs Connect, ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on travaille sur le sujet et qu'on œuvre pour lutter contre la fracture numérique et permettre à tous d'accéder en fait aux équipements, à la connexion, et de pouvoir utiliser en fait les services numériques pour accéder aux services de première télétravail aujourd'hui, suivre les cours en ligne pour les plus jeunes. Donc c'est un champ, on va dire, c'est un champ d'action primordial pour la Fondation SFR. Deuxième champ d'action, c'est l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux défavorisés. Et donc là aussi, la Fondation SFR, on a un certain nombre de partenariats structurants avec des associations reconnues dans ces domaines comme Article 1, Mosaïque RH, Sport dans la ville ou encore Révèle. Et l'objectif, c'est de vraiment pouvoir développer le potentiel de ces jeunes et les accompagner au mieux pour établir l'égalité des chances et faire en sorte de les accompagner au mieux dans leur orientation professionnelle et évidemment d'accéder à un emploi. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec We Take Care, on a eu envie de créer un format d'engagement bénévole novateur. C'est comme ça qu'est né en fait le Déclic. On a construit cette première plateforme d'e-bénévolat en France. Alors, c'est un phénomène qui est en plein essor à l'étranger, notamment au Canada et aux États-Unis, où il y a de nombreux sites en ligne plutôt autour du mentorat, mais ça n'existait pas en fait aujourd'hui, ça n'existe pas aujourd'hui en France. Donc on a eu cette volonté
d'être novateur dans ces modalités de bénévolat et de pouvoir proposer une plateforme qui répond aux nouvelles attentes de l'engagement citoyen, à savoir pouvoir aider une personne en ligne sans contrainte de temps ni de lieu. Et c'était aussi un peu dans la continuité logique en fait, des actions de la Fondation, puisqu'elle vient en aide à la fois, comme je vous ai dit, aux jeunes, puisqu'elle permet de trouver un emploi, mais également de mieux maîtriser les outils numériques grâce à un format qui est facilement accessible. Grégoire vous l'expliquera, puisque notamment les jeunes peuvent l'accéder tout simplement via Messenger. Donc, même s'ils ne sont pas, on va dire, habiles avec les outils numériques, puisque, en fait, contrairement aux idées reçues, on se dit que les digital natives ou les jeunes, ils accèdent tous facilement au numérique. Ce n'est pas toujours le cas. Ils savent très bien utiliser Instagram, Snapchat, TikTok. Pour autant, dès qu'il faut rédiger un mail, construire un CV, mettre une pièce jointe, il y a beaucoup plus de difficultés. Donc, voilà, l'idée, c'est que cette plateforme puisse les aider grâce à un salarié qui est bénévole à construire un CV. Du coup, alors, on dit que le format est d'une heure, Grégoire vous l'expliquera, mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir un format de temps assez réduit pour pouvoir accompagner et avoir une action concrète auprès d'un jeune. Donc, voilà. Et finalement, notre volonté de lancer cette plateforme, elle a été d'autant plus renforcée par la crise sanitaire et les périodes de confinement qui ont révélé en fait plus que jamais le besoin de solidarité envers les plus fragiles. Et on a également souhaité du coup permettre à nos salariés de réaliser des actions solidaires depuis leur lieu de confinement. Donc on a lancé, en fait, elle a été lancée, du coup, le déclic a été lancé en novembre dernier, mais ça faisait déjà 1 an qu'elle était testée au sein de SFR. Il y a plus d'une centaine de salariés qui se sont engagés, qui se sont engagés bénévolement pour accompagner des jeunes à réaliser leur CV. C'était à peu près environ un peu plus de environ 600 jeunes qui ont pu être accompagnés grâce, en fait, au déclic. Donc voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Grégoire pour qu'il vous explique plus en détail comment ça fonctionne et vous présenter quelques vidéos aussi de jeunes et de bénévoles qui ont réalisé des missions pour le déclic. Merci. Julie, est-ce que tout le monde m'entend bien? Tout le monde m'entend? Ouais, top. Donc voilà, Julie a commencé à l'expliquer. L'idée, un peu à la base de la jeunesse du projet, c'est celle de reconnecter jeunes et emploi grâce au mentorat en ligne, exactement comme l'a dit Julie. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'arriver à engager les jeunes pour l'insertion sur les outils qu'ils sont habitués à utiliser. Pas forcément, et on pense d'ailleurs pas à la place des autres accompagnements qui existent. Je pense notamment à Constance de la mission locale. On est très conscient que l'idée, ce n'est pas de créer un service qui remplace, parce que l'accompagnement professionnel et l'encadrement de jeunes reste un métier. L'idée, c'est plus de se dire qu'il y a l'opportunité de faire plus grâce au digital, en allant chercher les jeunes là où ils sont et en allant parler avec les jeunes là où ils sont. Voilà. Et l'idée, comme l'a dit Julie, c'était de le faire, d'utiliser le numérique non seulement pour aller vers les jeunes, mais aussi surtout pour leur permettre d'entrer en contact avec le monde de l'entreprise et avec des salariés qui souhaitent s'engager. Et le numérique, justement, nous permet de créer ces relations et de mettre en lien un jeune et un salarié ou un professionnel qui n'a pas forcément dans son cercle social, soit personnel, soit même dans les structures d'accompagnement par lesquelles il peut être suivi, mais il n'a pas forcément cette personne vers qui il peut se retourner pour poser ses questions sur l'emploi, sur comment construire sa candidature. Et le digital, du coup, permet de mettre en ligne ces jeunes. C'est un enjeu qui, j'imagine, est particulièrement fort dans les zones rurales, où non seulement il y a l'enjeu d'un monde de l'entreprise qui peut paraître un petit peu loin et d'un point de vue social, comme ça beaucoup de jeunes en France, mais doublé de plus d'un éloignement peut-être parfois géographique qui rend plus compliqué l'accès à certains services et qui rend d'autant plus fort
la possibilité de se mettre en lien pour certains échanges rapides en ligne directement via le digital. Cet enjeu de se tourner vers les jeunes, donc, qui est, comme l'a dit Julie, un enjeu essentiel pour la Fondation SFR. Heureusement que c'est un enjeu essentiel et que des gros acteurs comme SFR voilà, s'engagent aux côtés des associations sur ces sujets, parce que c'est un enjeu qui est majeur, qu'il était avant la pandémie, qu'il est encore plus aujourd'hui. Je pense que tout le monde voit les efforts énormes que le gouvernement fait avec son plan Un jeune, une solution et les budgets énormes qui sont mis dans le budget France Relance sur l'insertion des jeunes, parce qu'effectivement, on va le voir, la crise, elle a un sujet, elle a un poids très fort sur les jeunes. On est à 20% de taux de chômage chez les 15-25 ans. Donc, c'est 2 fois plus que la population française. Particulièrement aussi un enjeu très compliqué pour toute une partie de l'emploi jeune qui s'est retrouvé détruit par la fermeture des restaurants, de certaines boutiques, qui y étaient aussi souvent des premiers emplois pour des jeunes, notamment des emplois d'été ou des emplois étudiants. Que parmi ces 20% de jeunes, on a 1 million de jeunes qu'on appelle NEETs. Donc, c'est un terme qu'on va pas mal utiliser pendant la conférence. Les NEETs, c'est quoi? Donc, c'est un acronyme anglais qui dit Neither Employed, nor in Education, nor in Training. Donc, c'est concrètement des jeunes qui ne sont ni en situation d'emploi, ni en situation de formation, donc qui sont en recherche de construction d'un projet. Alors, dans ces NEETs, ça regroupe plusieurs situations. Vous allez pouvoir aussi considérer comme NEETs un jeune polytechnicien qui sort de l'X et qui est en train de faire des candidatures dans des cabinets de conseil en stratégie ou des banques. Effectivement, il est considéré comme des NEETs. Il y en a aussi toute une partie qui sont des jeunes beaucoup plus en difficulté et qui vont chercher du travail, qui ont du mal à trouver du travail. On considère qu'à peu près 57%, donc un peu plus de 500 000 jeunes, si vous prenez une photographie aujourd'hui, sont dans cette situation donc de difficulté à accéder à l'emploi. Et il y a notamment sur ces un peu plus de 500 000 jeunes, il y en a 300 000 qu'on va appeler des jeunes invisibles, c'est-à-dire qui ne sont suivis d'aucune structure, qui n'ont pas forcément encore entamé des processus d'accompagnement, soit dans la mission locale, soit vers Pôle emploi. Et on sait qu'ils sont un enjeu énorme, et notamment, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi pour ces jeunes-là qu'on a intérêt à multiplier vraiment tous les efforts et à utiliser toutes les options possibles pour essayer d'entrer en contact avec eux et de les encourager à suivre des parcours d'accompagnement. Donc là, le digital présente un intérêt fort aussi pour ces jeunes-là. Et un des enjeux forts qu'on voit, et c'est aussi pour ça que le projet a été construit sous cet angle-là, c'est la valeur ajoutée très forte du mentorat. Donc là, je parle de mentorat au sens large, qui est de permettre en fait à des jeunes d'acquérir les codes d'un milieu, d'un monde de l'entreprise qu'ils ne connaissent pas forcément, et que normalement, en plus, ils apprennent souvent à connaître par les premières expériences qu'on a. Ça peut être le premier job étudiant, ça peut être aussi les premiers stages. Et tous les jeunes, je dirais, ont besoin d'aide pour acquérir ces expériences quand on est jeune. Particulièrement quand on n'a pas dans son cercle social immédiat, comme je disais, quelqu'un qui peut vous accompagner et vous transmettre ces codes. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'il y a certaines premières expériences que les jeunes aujourd'hui ne peuvent pas avoir de par la situation de la pandémie et de la fermeture de tous ces fameux jobs qui sont souvent des premiers jobs qui permettent de se faire la main. On a aussi un gros sujet à ce niveau-là sur les stages. Notamment, on sait qu'il y a certaines entreprises qui prennent moins de stagiaires en ce moment parce qu'intégrer un stagiaire quand vous êtes en télétravail ou quand vous avez dû réduire vos effectifs pour mettre en place des gestes barrières, ça devient beaucoup plus difficile. Et donc, notamment, ces premières expériences qui sont des portes d'entrée sur le monde du travail sont fermées. Mais pour autant, il y a d'autres façons de transmettre ces codes du monde du travail, et on voit une valeur ajoutée énorme à mettre en lien des jeunes avec des professionnels pour leur transmettre les codes du monde de l'entreprise, donc ce monde pas forcément évident, et les aider à connaître ce monde aussi de l'intérieur,
parfois même en plus d'un accompagnement qui va être celui de la mission locale, où certains jeunes nous disent parfois « ma conseillère de mission locale, je sais qu'elle est tellement avec moi et elle me soutient tellement que parfois ça me fait du bien aussi de parler à quelqu'un du monde professionnel qui cherchera peut-être moins à être gentil avec moi ou à m'encourager, qui sera peut-être un peu plus objectif aussi dans le feedback qu'il me donne, et du coup ça me permet un peu de me confronter aussi à la réalité du monde du travail et à comprendre est-ce que mon CV est bien, est-ce que ma lettre de motivation est bien, et est-ce que du coup voilà, j'arrive à me comporter avec cette personne comme je devrais me comporter plus tard dans le monde professionnel. Et en fait, ça me le dédramatise et ça me montre que j'en suis capable. On le disait, ce mentorat, aujourd'hui, qui existe sous plein de formes, nous, on voyait une façon de le coupler au numérique pour pouvoir justement aller parler aux jeunes là où ils se trouvent. Aujourd'hui, c'est sur les réseaux sociaux. Et comme Julie le mentionnait, c'est aussi le numérique pour les jeunes, ça recouvre plein de situations et peut-être parfois aussi de préjugés qu'on peut avoir. Effectivement, il y a quelque chose que les jeunes ne maîtrisent pas tout, le digital, loin de là. Et on sait par exemple que sur certains sujets, faire des recherches de Google complexes ou aller chercher par eux-mêmes, aller naviguer par eux-mêmes une page Google de résultats pour trouver quelles sont les structures qui peuvent faire de l'aide à l'insertion jeune, ça peut être très compliqué. Déjà parce qu'il faut maîtriser un certain vocabulaire et une connaissance de certains dispositifs, et parce qu'en plus, voilà, il faut maîtriser après les outils numériques de recherche un peu poussés. En revanche, il y a toute une partie du numérique qui est aujourd'hui, je dirais, une façon normale pour les jeunes de communiquer et d'entrer en contact avec le monde qui les entoure. C'est les réseaux sociaux, c'est les services de chat, non seulement pour parler avec leurs amis, mais même de plus en plus, ils sont habitués à échanger avec des institutions au sens large sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de jeunes qui échangent avec des marques ou avec des sites e-commerce via les réseaux sociaux. Donc, en fait, il nous paraissait important qu'ils puissent poser ces questions aussi direct sur l'emploi, les questions qu'ils peuvent avoir sur l'emploi directement sur les réseaux sociaux. Une petite histoire, c'est que la genèse du projet, elle naît à la base d'un autre projet qu'avait WeTakeCare qui s'appelle Click and Job, qui est une plateforme qui est utilisée dans certains centres et dans certaines missions locales, par exemple, avec des exercices et des quiz pour se former à la recherche d'emploi. Et il y a notamment un générateur de CV. Et en fait, on avait beaucoup de jeunes qui utilisaient Click and Job pour faire leur CV dans le cadre, par exemple, de leur accompagnement en mission locale, et qui nous écrivaient après sur Facebook pour nous dire « Oui, bonjour, j'ai fait mon CV avec votre générateur de CV. Donc, il est bien formaté et tout. Maintenant, j'ai une question. Je voudrais savoir si le CV que j'ai fait, il est pertinent pour cette offre-là à laquelle je voudrais faire une candidature. » Et en fait, il y a eu beaucoup de demandes comme ça sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, les gens de chez nous qui n'étaient pas du tout à la base censés être coach ou accompagnant pour des jeunes se retrouvaient à faire du mentorat de facto en répondant aux questions des jeunes. Et ils se sont dit, mais en fait, il y a une vraie demande pour les jeunes de pouvoir poser leurs questions sur la recherche d'emploi directement en ligne. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de mettre en lien des jeunes et des bénévoles sur les réseaux sociaux et qu'est né le projet Le Déclic. Donc, ils ont échangé avec SFR, qui est le partenaire historique de WeTakeCare, en leur parlant du sujet. Et comme l'a expliqué Julie, on tiquait les deux cases numérique et insertion des jeunes. Donc, je n'étais pas là à l'époque, mais j'imagine qu'ils se sont tapés dans la main et qu'ils se sont dit, bah, go, on lance le projet. Et ça a donné donc ce projet qui s'appelle Le Déclic, qu'on va vous présenter avec une petite vidéo rapide. Lui, c'est Laurent, salarié d'une grande entreprise. Il rentre du travail. On lui a parlé du bénévolat. Il aimerait bien s'y mettre, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Et aujourd'hui, il est bien décidé à trouver des missions sur Internet. Laurent recherche alors des annonces pour des activités bénévoles qui l'intéressent. Il est ravi. Catastrophe! Son agenda est bien trop chargé. Il manque de temps pour réaliser son projet. Laurent est découragé. Awa, étudiante, cherche un contrat d'alternance dans une entreprise. Awa s'accorde une petite pause dans sa recherche. Elle a postulé à plusieurs offres. Elle espère avoir un entretien. Elle aurait bien besoin d'être remotivée.
Heureusement, elle vient de tomber sur quelque chose d'intéressant. Grâce au service Le Déclic, Awa peut échanger sur son CV et obtenir de l'aide pour valoriser son parcours. Elle est alors mise en relation avec Laurent, qui trouve enfin la mission de bénévolat qu'il lui faut. Il peut ainsi lui donner des conseils en temps réel et l'aider sur son CV. Grâce à cet échange, Awa a trouvé un contrat d'alternance et Laurent, une solution flexible pour s'engager. Donc voilà pour le projet Le Déclic. Donc, l'idée, donc on retrouve cette idée de mettre en lien un salarié et un bénévole, un salarié et un jeune qui a des questions à poser grâce aux réseaux sociaux. Très concrètement, comment ça marche? On va d'abord aller chercher les jeunes sur les réseaux sociaux. Donc, les premiers réseaux sociaux sur lesquels on travaille sont Facebook, Instagram et Messenger. Et en fait, on va les chercher avec des publications sponsorisées sur lesquels on propose notre aide sur un besoin très concret qui est le besoin de faire un CV. C'est souvent une des premières étapes avec lesquelles ils entament un peu la construction de leur projet ou une des premières questions qu'ils peuvent avoir, notamment quand ils vont voir par exemple des missions locales. Peut-être Constance nous confirmera ça. Mais c'est souvent une question qu'ils ont pour débuter un peu la construction de leur projet, parce que c'est aussi une question qui est concrète. Il y avait plusieurs tests qui avaient été faits, mais en fait, si vous dites à un jeune est-ce que ça t'intéresserait de te faire parrainer par un salarié, écris-nous et tu pourras échanger avec un professionnel qui pourra te partager les bonnes pratiques d'emploi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très concret pour les jeunes. C'est un bénéfice qu'ils n'arrivent pas à saisir, alors que l'idée de m'armer d'un CV qui va me permettre d'aller chercher du travail, c'est un bénéfice concret. Et l'idée en plus qu'on leur propose de faire ça directement sur Messenger avec juste en envoyant un message fonctionne très bien et nous permet en fait de mettre un pied dans la porte assez facilement avec les jeunes. Et ensuite, l'échange continue sur les réseaux sociaux. Donc, pour les jeunes, concrètement, on crée directement un canal entre le jeune et le bénévole qui va prendre son accompagnement. Et en fait, le jeune et le bénévole continuent de discuter toujours sur Messenger pour le jeune, ce qui est très important parce que ça nous permet en fait de continuer la relation de mentorat directement sur une plateforme que le jeune utilise tous les jours. Parce qu'en fait, si on demandait aux jeunes d'aller se connecter sur une messagerie pour être en lien avec son mentor, on sait qu'il y aurait un gros risque de déperdition, que le jeune finisse par lâcher, ne plus penser à se connecter, alors que là, il échange directement avec son mentor sur une plateforme qu'il utilise tous les jours, qu'il est habitué à utiliser, donc sur laquelle aussi il se sent en confiance. La petite subtilité, c'est que cette rencontre, donc on l'a créée en ligne et le jeune, lui, on voit toujours et discute toujours depuis Messenger. Le bénévole, de l'autre côté, lui, il a accès à une plateforme qui s'appelle Le Déclic, sur lequel, du coup, il a accès à la file entrante de toutes les questions qui sont posées par les jeunes. Et concrètement, donc moi, je me logue sur la plateforme Le Déclic, je choisis un jeune que je veux accompagner. Et à partir de là, ça m'ouvre une messagerie qui ressemble d'ailleurs à Messenger, mais qui est la messagerie Le Déclic, sur lequel je peux échanger avec le jeune. Pourquoi on a choisi une messagerie dédiée? La première raison, c'est que ça nous a permis en fait de rajouter des outils spécifiques pour l'accompagnement. On a notamment pu lier un générateur de CV qui va permettre, par exemple, aux bénévoles de créer un CV directement avec un jeune pendant l'accompagnement. On a aussi pu mettre des petits outils de notes, par exemple, pour pouvoir se souvenir de certaines choses que le jeune a dit. Aussi, un outil qui paraît très, très trivial, mais qui est très utile, c'est la possibilité de partager une image. Donc, que le jeune envoie son CV et que le bénévole puisse encercler des parties du CV pour montrer aux jeunes à tel endroit, il faudrait que tu revoies ça, à tel endroit, il faudrait que tu revoies ça. Donc, qui sont des petites choses qui, en fait, font que l'accompagnement est flexible et simple. On l'a vu, c'est un des enjeux pour nous qui permet en fait d'engager des bénévoles qui ont envie aussi de cette flexibilité pour pouvoir s'engager et de proposer le meilleur accompagnement possible aux jeunes. L'idée d'un accompagnement sur Le Déclic, c'est de redonner confiance et d'équiper dans sa recherche d'emploi. C'est là où, pour le coup, un accompagnement sur Le Déclic n'a pas la prétention d'être de remplacer l'accompagnement renforcé que proposent les acteurs professionnels de l'accompagnement.
Mais pour certains jeunes, ils ont juste besoin de ça. Ils ne seraient pas forcément clients, si je puis dire, d'un accompagnement renforcé. Et sinon, on verra après, mais un des sujets qu'on voit, c'est qu'on pourra rediriger le jeune qui en a besoin vers de l'accompagnement renforcé. Mais nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement avec l'objectif de redonner confiance. Donc, très concrètement, les 4 sujets sur lesquels on demande à nos bénévoles vraiment concrètement de poser la question et d'offrir leur aide aux jeunes, c'est sur le CV, sur la création d'une lettre ou de plusieurs lettres de motivation, la préparation aux entretiens, donc soit en faisant il y en a qui sont allés jusqu'à la phase réelle et un échange en live par téléphone ou en visio pour s'entraîner à des entretiens. Mais même, ça peut être des questions. Par exemple, il y a une jeune, la semaine dernière, qui nous avait expliqué que justement, elle avait été prise pour un entretien dans une entreprise qui lui plaisait et qu'elle ne savait pas du tout comment préparer l'entretien. Donc là, c'est lui expliquer des bonnes pratiques qui paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas forcément, d'aller regarder le site, par exemple, de l'entreprise pour essayer de comprendre un peu quels sont les enjeux de l'entreprise, les valeurs qu'elle souhaite faire ressortir, bien redécortiquer la liste de qualités demandées par le recruteur pour voir exactement comment son CV va pouvoir matcher avec ces questions. Se former aussi et réfléchir un peu aux questions basiques de type « donnez-moi un exemple où vous avez été dans une situation désagréable, présentez-moi rapidement votre parcours ». Et un quatrième sujet qui va être de comment est-ce qu'on organise sa recherche au-delà juste de Pôle emploi, Indeed et Le Bon Coin, notamment quand on commence à vouloir avoir des démarches un peu proactives de je cherche un job, par exemple en boulangerie, comment est-ce que je peux entrer en contact avec des boulangeries? Alors, il y a effectivement le porte-à-porte, mais même le porte-à-porte, par exemple, ça s'organise en faisant une recherche Google, en ciblant des boulangeries qui sont dans ma zone accessible. Donc, voilà. Je dirais, à la différence même peut-être d'un mentorat classique physique qui va vraiment être organisé de façon, en termes de temps, où on va dire, voilà, il faut que le jeune et le mentor passent 2 heures par jour tous les mois avec une fiche d'accompagnement à écrire à la fin de chaque session pour nous expliquer ce qu'ils ont fait. Nous, on organise plus l'accompagnement d'une façon need-based en se disant, voilà, on sait que nous, ce qu'on veut, c'est équiper un jeune sur ces 4 points-là, à minima. C'est ce qu'on considère chez nous être une sortie positive, mais après, derrière, le jeune est libre de parler d'autres, après de revenir vers la personne pour s'il a d'autres questions, besoin d'autres sujets, ou même dans le temps. On a par exemple des jeunes qui reviennent 6 mois après parce qu'en fait, le premier stage, c'est fini, ils ont besoin de chercher le deuxième et ils cherchent à rentrer en contact avec le bénévole pour être aidés dans leur recherche. Voilà, on a une petite vidéo rapide qui va vous expliquer un peu la valeur ajoutée que cet accompagnement peut avoir pour les jeunes. Moi, j'ai fait appel à votre association parce que j'étais en train de chercher une alternance. Et on m'a toujours dit que pour qu'une entreprise te recontacte, qu'il fallait avoir un très bon CV, enfin un CV assez attirant. Du coup, c'est ce que j'ai fait appel à vous et la bénévole qui m'a soutenue m'a énormément aidée. Elle a réellement été présente pour moi, elle m'a très très bien conseillée. Je me suis sentie en fait vraiment soutenue et rassurée par rapport à ma situation dans laquelle j'étais qui n'était pas forcément évidente. Donc je peux dire que l'association m'a en tout cas aidée très sincèrement à me sentir mieux. Revu tout l'ensemble de mon CV, on l'a reconstruit de A à Z. Il m'a aidé, il m'a donné des conseils, ce qui était mieux, ce qui était à éviter. Donc maintenant mon CV il est super. Après on a fait aussi sur les entretiens d'embauche. Donc on faisait des entretiens par téléphone et du coup on jouait le rôle patron et employé, et donc ça aide beaucoup.
Donc voilà pour ce premier pilote qui a été l'année dernière, qui a permis d'aider plus de 600 jeunes et on a engagé chez SFR, donc avec l'aide de Julie, 100 bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme et qui ont coaché des jeunes avec alors un engagement qui a été variable selon certains, mais on a, je pense qu'on peut parler pour certains bénévoles SFR, je pense que c'est quasiment des vocations qui se sont révélées parce qu'on a, je pense notamment à des bénévoles comme une personne comme Marie-Carmen, que vous entendrez dans le témoignage derrière, qui ont coaché des dizaines de jeunes, voilà, avec des conseils toujours hyper valorisés et une disponibilité super. Donc voilà, ce qu'on voit en fait vraiment derrière ce projet, c'est que ça ne résout pas tous les problèmes de l'engagement bénévole, mais le fait de permettre cette flexibilité permet quand même à certains de mettre le pied à l'étrier et de sauter le pas, et surtout à certains qui ont cette fibre en eux, de pouvoir le faire en se soustrayant un peu de certaines contraintes, soit géographiques, soit même en termes de temps. La possibilité de s'organiser avec le jeune un peu comme on le souhaite. Et même je vous parlais de la plateforme où l'échange a lieu par écrit en messagerie. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait, ça, c'est vraiment un socle pour le coup qui doit être disponible et qui peut servir à faire tout l'accompagnement. Mais le bénévole et les jeunes peuvent après s'accorder un peu comme ils veulent. Déjà, sur la façon qu'ils vont avoir de cadrer l'accompagnement, certains vont préférer fonctionner de façon complètement asynchrone en s'envoyant des messages chacun quand ils sont disponibles. D'autres vont préférer s'organiser en se donnant rendez-vous sur des plages horaires où ils vont être disponibles. Et on en a même qui finissent par s'appeler par téléphone ou après, dans certains cas, comme l'expliquait Léa dans la vidéo juste avant, de faire des entretiens directement en live. Donc voilà, l'idée, c'est de laisser vraiment une grande flexibilité, mais cette flexibilité, elle est vraiment permise par le digital à la base et par le fait qu'on ait ce socle qui soit cette messagerie qui est utilisée par tous et qui permet du coup à chacun de s'engager un peu comme il le souhaite avec les modalités qui sont les plus pratiques pour lui. Et on avait enregistré certains retours des bénévoles, donc justement de la fameuse Marie-Carmen, qui va, voilà, pour vous expliquer aussi un peu, d'un point de vue bénévole, les points positifs de ce type de... Je m'appelle Marie, je suis contrôleur financier dans le secteur des télécoms. Avant cette expérience avec le déclic, je n'avais jamais fait de bénévolat. J'avais toujours eu le souhait d'en faire, mais je n'avais jamais réussi à trouver une solution de bénévolat compatible avec mon agenda. Avec le déclic, j'ai enfin pu trouver une solution de bénévolat compatible et je me suis lancée dans cette aventure car pour moi, c'était l'opportunité d'aider des jeunes qui n'avaient pas la chance d'être entourés par des personnes pouvant leur donner des conseils sur la recherche d'emploi. Je m'appelle Andrea Castex, je suis chargée des ressources humaines chez SFR et je suis bénévole sur la plateforme Le Déclic. J'ai souhaité me lancer dans ce projet parce que déjà dans un premier temps, c'est vrai que ça fait écho par rapport à mon métier de RH. Dans la vie de tous les jours, je suis amenée à donner des conseils sur les CV, les lettres de motivation, mais aussi lors d'un entretien. Mais aussi parce que moi-même, il y a quelques années de ça, j'étais dans cette situation où je refaisais mon CV pour mon emploi étudiant, pour mon alternance, et j'aurais apprécié avoir davantage de conseils sur mon CV parce que c'est pas forcément un exercice facile. Pour moi, la valeur ajoutée du déclic, c'est qu'on peut accompagner un jeune où on veut, quand on veut. Il n'y a pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'emplacement géographique. C'est une solution très libre et on arrive vraiment très facilement à la caler dans son agenda. Donc voilà pour le côté bénévole. Donc cette flexibilité, du coup, c'est le numérique qui permet la flexibilité de l'engagement
et qui permet d'aller chercher les jeunes aussi et de parler aux jeunes avec les outils qu'ils sont habitués à utiliser. Donc, phase 2020, année de pilote et d'un peu de validation de le potentiel du projet. 2021, c'est l'année où on veut passer à l'échelle. Notre objectif, c'est d'avoir accompagné 2500 jeunes sur le projet. 2500 jeunes, c'est un chiffre qu'on a choisi parce que c'est ce que font les grandes associations de mentorat installées un peu sur cet écosystème. Donc, nous, on veut se positionner aussi comme une association de mentorat à part entière qui joue un rôle peut-être un petit peu différent, qui s'adresse à un public de jeunes qui n'est peut-être pas tout à fait toujours le même que ceux qui feraient appel à du mentorat classique, mais qui pour autant, voilà, sur lequel on sent un gros besoin, particulièrement en ce moment parce que des jeunes qui peut-être n'auraient pas forcément eu besoin d'aide avant, là, se retrouvent à avoir besoin d'aide. Donc, c'est notre objectif, 2500 jeunes pour 2021. Ça fait 200 jeunes par mois. Et on a aussi un autre sujet qui est important pour nous, c'est d'essaimer dans les territoires. Nous, ce qu'on voit un peu dans le futur du déclic, c'est que à terme, il faut que le déclic, on puisse territorialiser l'expérience. Ça veut dire déjà permettre à un jeune d'être coaché par un parrain de la même région. Parce que déjà, ça crée une proximité humaine. Ça augmente aussi la possibilité d'être coaché par quelqu'un qui connaît votre tissu local d'emploi, éventuellement même si ils sont dans des secteurs qui sont un peu connexes, éventuellement de faire partager, que le parrain puisse faire bénéficier le jeune de son réseau. Mais dans tous les cas, c'est la façon de créer une expérience plus proche et même pour les bénévoles aussi, de dire qu'ils s'engagent pour les jeunes de leur territoire, ce qui est un enjeu qui est essentiel quand on sait qu'il y a aussi un vrai enjeu sur des emplois en tension dans certains territoires, ce qui semble être toujours un sujet assez surprenant quand on entend qu'il y a un vrai sujet de chômage et qu'en même temps, on entend que certains employeurs sur certains territoires n'arrivent pas à faire connaître leur métier, n'arrivent pas à faire parler des offres qu'ils ont. Voilà, donc la deuxième piste, le deuxième sujet qu'on voit derrière le fait d'essaimer dans les territoires, c'est que si on est capable de territorialiser les jeunes, c'est-à-dire de dire qu'on a ici X jeunes qui viennent de telle région, ici X jeunes de telle région, on pourra utiliser la plateforme aussi pour leur pousser des initiatives locales pour l'emploi. Très concrètement, si on a une partie du déclic où on a tous les jeunes, toutes les discussions des jeunes qui viennent de Charente, on pourra leur pousser des offres, par exemple, d'un événement qui pourrait avoir lieu en Charente, un forum pour l'emploi ou un gros employeur de la région qui ferait un événement pour faire connaître certains métiers en tension. Et le troisième point, pourquoi c'est important pour nous de s'ancrer dans les dispositifs locaux, c'est le besoin de guider vers des structures d'insertion. Voilà, comme j'expliquais, on est aussi conscient que le déclic en ligne, il a une vraie valeur d'accompagnement sur le CV, la lettre de motivation, la recherche d'emploi, ce qui va suffire à certains jeunes, ce qui ne suffira pas pour d'autres. Et il nous est arrivé déjà dans le cadre du déclic d'échanger avec des jeunes où on sent que cet accompagnement en ligne ne sera pas suffisant. C'est des jeunes qui ont besoin de plus et qui ne sont pas forcément suivis par les structures renforcées habituelles, type la mission locale, parce qu'ils ne les connaissent pas forcément ou parce que la phase d'inscription ou de prise de rendez-vous a été un peu compliquée et finalement, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Et en fait, ce qu'on veut être capable de faire dans chaque territoire, c'est que quand on repère un jeune qu'on pense être en situation de besoin d'un accompagnement renforcé, on soit capable très simplement de le rediriger vers un acteur de l'accompagnement renforcé jeune qui pourra du coup le prendre en charge et lui proposer l'accompagnement dont il a besoin, que les bénévoles ne seront pas capables de proposer. Voilà, donc, Grégoire est passionné, je pense qu'il pourrait nous en parler des heures et on l'écouterait des heures, mais en l'occurrence, on a notre règle du jeu et je suis sûr qu'il y a plein de questions. Merci beaucoup, hein, Grégoire, et merci à Julie. Grégoire, tu peux décrocher tout à fait ton partage d'écran. La parole est à la salle.
questions, réactions. J'imagine que Constance a peut-être des choses à nous dire sur effectivement la complémentarité. Par stricte curiosité, Constance, à Toul, la mission locale suit combien de jeunes chaque année? On est à peu près à 2000 jeunes. 2000? Oui. D'accord. Et comment vous regardez justement ces actions qui interviennent en complément de ce que vous faites, qui se positionnent? Est-ce que ça vous donne envie d'y avoir recours? Parce qu'on a vu qu'il y avait cette envie de faire réseau avec les structures d'insertion, c'est-à-dire à la fois se proposer comme une action complémentaire au travail d'insertion et en même temps, et d'information, et puis en même temps de renvoyer vers les structures d'insertion quand l'accompagnement devient plus dense. Comment vous regardez ce type d'initiative? Est-ce qu'il y en a d'autres avec lesquelles vous travaillez de ce type-là? Alors, au niveau du territoire Terre de Lorraine, oui, c'est vrai qu'on peut fonctionner avec des associations comme celle-ci. Après, pas sur du à distance, en fait. C'est vrai qu'on est beaucoup plus sur des personnes qui sont présentes pour les jeunes physiquement. Donc, c'est vrai que ça peut être quelque chose de complémentaire et d'intéressant pour justement toucher les invisibles, pardon. Oui. Donc oui, ce serait intéressant, ce serait complémentaire, surtout si il remarque un besoin et que le jeune a besoin d'approfondir finalement certaines choses, qui puisse l'orienter vers nous, c'est quelque chose d'intéressant. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions dans la salle, notamment sur ces aspects de jeunesse rurale et du lien qui est parfois plus compliqué à avoir avec le monde de l'entreprise, voire le monde des grands groupes? Jean-Marc? Oui, oui, je connais le principe, bien sûr, de ce que vous venez de développer, Grégoire, avec Julie, en fondation, et puis ce dispositif que vous avez mis en place. Alors moi, je connais par exemple SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, peut-être que vous en avez entendu parler ou vous l'avez vu maintenant. Ils travaillent d'ailleurs avec le Pôle emploi. Et puis, je voulais poser une question à tous les intervenants sur vos domaines d'intervention. Est-ce que vous êtes, comme la Lorraine, par exemple, en territoire zéro chômeur longue durée? Parce que c'est une expérience enfin qui se développe aux dernières décisions qui ont été prises au Sénat et puis ensuite en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Et j'ai eu l'occasion dans un webinaire de l'économie sociale et solidaire de pouvoir échanger sur ce type je vais le dire, d'expérience qui a été, je crois, impulsée par monsieur Louis Gallois. Voilà. Merci. Julie Grégoire, comment souhaitez-vous réagir à cette question de l'articulation avec l'action territoire zéro chômeur? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans le scope? Pour moi, c'était une question pour les autres. Oui, c'est peut-être plus. Ouais. Alors, qui souhaite répondre par rapport à ça? Effectivement, moi, je connais mal ce dispositif zéro chômeur. Je trouve ça super, hein, mais ça me rappelle 1 million d'emplois. Voilà, zéro chômeur de longue durée. Zéro chômeur, donc les collectivités territoriales sont bien sûr partie prenante, que ce soit les régions, les départements, les EPCI, donc les communautés de communes, et puis des acteurs du privé. Ça peut être des SIC, c'est-à-dire sociétés coopératives d'intérêt collectif. Hein, donc voilà, il y a plusieurs. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il y en a autour de la table qui sont impliqués dans ce type d'action? Parce que je vois que l'expérimentation datait de 2017. Je ne sais pas quel feedback, quel retour on a là-dessus. Julie, ton micro n'est pas allumé. Pardon. Non, moi, c'était pour compléter, alors, à moins qu'il y en ait d'autres qui veulent prendre la parole. Après, nous, en tant que SFR et en tant que fondation, on travaille avec les associations donc comme Outekem, il y en a d'autres, notamment qui sont spécialisées sur vraiment l'insertion professionnelle. Et on essaie en effet d'avoir des dispositifs et des actions au niveau national, mais avec des ancrages territorial et vraiment travailler
pour chaque, avec chaque territoire. Je prends par exemple une association qui va s'appeler Sport dans la ville, qui va développer des programmes d'entrepreneuriat. Alors, il y a 2 types de programmes. Il y a des programmes d'entrepreneuriat pour des jeunes issus de milieux défavorisés, mais il y a également un programme de mentorat avec des accompagnements. Il y a des actions qui sont vraiment concrètes sur le territoire de Lyon, dans le territoire sur Lille aussi et tous les alentours de Lille. Donc, c'est vraiment, je crois que c'est un territoire où il y a cette problématique justement de territoire de zéro chômeur. Donc voilà, on essaie de vraiment mener, quand on réfléchit à un accompagnement d'associations, à un accompagnement de dispositifs, on essaie de le voir au niveau global, au niveau national, mais aussi au niveau territoire, avec vraiment une priorité sur les territoires, sur les zones, on va dire, périurbaines et les zones rurales. Et si j'ai un autre exemple à donner, plus en lien d'ailleurs avec We Take Care, c'est notamment un projet qui est autour des Hautes-Alpes, où l'idée, c'est de pouvoir accompagner en fait le territoire des Hautes-Alpes dans leur stratégie d'inclusion numérique. Il y a tout un accompagnement de We Take Care. Alors, je pense que c'est peut-être un sujet sur lequel tu peux rebondir, Grégoire, parce que c'est vraiment une autre facette, on va dire, des en fait, de We Take Care, qui est vraiment d'accompagner les territoires et les associations locales dans leur stratégie d'inclusion numérique. Et parce que finalement, l'inclusion numérique, c'est un véritable levier d'insertion sociale, mais également d'insertion professionnelle. Et donc professionnel, oui, parce qu'effectivement, il y a plusieurs cordes à l'arc de We Take Care. Si on peut balayer avec Grégoire les différents types d'actions que vous conduisez, notamment dans les territoires ruraux et avec les collectivités. Avec plaisir. Alors, de We Take Care, en fait, on va avoir 2 grands types d'actions. On va avoir un premier type d'action qui va être sur du conseil, où là, le We Take Care va vraiment amener son expertise du numérique pour conseiller. Donc, ça va être soit des territoires, soit parfois des acteurs type, alors je n'ai pas forcément la liste exhaustive en tête, mais je sais qu'on a déjà fait des missions, par exemple, pour Pôle emploi ou pour l'Union nationale, l'UNML, donc des missions locales, sur des missions d'accompagnement un peu de la digitalisation de certains services ou de certains parcours. Donc là, avec des missions de conseil où on les aide à réfléchir et à faire et à mettre en place ces sujets-là. Et après, on va avoir tout un deuxième projet où là, on va créer des outils qui vont être dédiés immédiatement à l'inclusion numérique et des outils qui vont être souvent des outils pensés à la fois, ce n'est pas exactement le terme, mais en B2B et en B2C. C'est-à-dire que c'est des outils qui vont être utilisés pas forcément directement par les publics qu'on aide, comme on le fait sur le déclic, qui est plutôt un projet B2C, mais aussi des projets B2B où là, on va créer des outils sur l'insertion numérique qu'on va mettre dans les mains des aidants. Parce que, un peu comme je le disais sur le déclic, on sait qu'il ne faut pas forcément créer quelque chose de complètement déconnecté de la réalité du terrain, mais plutôt de comment est-ce qu'on aide les aidants sur le terrain à pouvoir faire du numérique un peu une chance pour tous. Donc, on va avoir un premier outil qui s'appelle Les Bons Clics, qui est concrètement une plateforme sur laquelle des aidants numériques peuvent trouver en fait des parcours de formation au numérique un peu préenregistrés avec des exercices, des tests de diagnostic, toute une bibliothèque d'exercices. Donc, un peu le cas d'usage assez classique, ça va être par exemple, je parlais avec un éducateur spécialisé à Toulouse qui voudrait mettre en place de la formation numérique dans sa structure. Il ne sait pas vraiment comment faire parce qu'autant lui sait utiliser le digital, mais il y a vraiment un monde entre utiliser soi-même le digital et former des publics parfois très éloignés du digital. Donc là, il s'est créé un compte sur les bons clics et à partir de là, il peut en fait créer des ateliers en fonction des publics qu'il veut accompagner avec toute une liste d'exercices un peu qui vont vraiment de la base de la navigation sur Internet, de voilà, comment marche un site, une URL, comment est-ce qu'on clique, comment est-ce qu'on utilise une arborescence de site pour chercher, un logiciel de traitement de texte, jusqu'à comment est-ce que je vais faire certaines démarches en ligne. Parfois, il y a des gens qui ont besoin de se former au numérique pour des démarches. Vraiment, on a du coup organisé comment est-ce que je vais m'actualiser sur Pôle emploi vraiment avec un step-by-step qui permet justement à cet éducateur de montrer à son public et aux gens qui l'accueillent comment est-ce que je vais m'actualiser sur Pôle emploi. On a un deuxième projet qui s'appelle Click and Job,
celui dont est né le déclic dont je vous avais parlé, qui là est un peu une batterie aussi d'exercices en ligne sur la recherche d'emploi. Donc, vous avez concrètement un peu 3 grandes étapes. C'est comment est-ce que je crée ma recherche d'emploi. Donc là, c'est vraiment des petits exercices pour aider à comment est-ce que je vais trouver des entreprises qui vont être intéressantes à démarcher. Comment est-ce que j'envoie un mail, par exemple, quel est le bon texte à avoir pour un mail quand je vais écrire à une entreprise pour essayer de la démarcher et de lui offrir ma candidature. Une partie aussi sur comment est-ce qu'on crée un CV, donc avec un générateur de CV et des petits quiz sur comment est-ce qu'on fait un bon CV. Et une troisième partie sur comment est-ce qu'on fait une bonne lettre de motivation. Voilà, pareil, avec des quiz, des mises en situation et des templates. Et le déclic, donc le projet dont on a parlé. Et là, par exemple, on a encore un 4e outil qui est en développement, qui là sera à destination des entreprises d'insertion, qui ont notamment dans le cadre de l'accompagnement qu'elles proposent à leurs salariés en insertion le devoir de dédier une partie du temps à la formation numérique, mais qu'elles ne savent pas forcément toujours très bien faire. Donc là, on leur crée en fait des outils qui seront faciles à utiliser pour eux pour mettre en place facilement ces ateliers-là et ces formations-là. Merci Grégoire. Alors, je fais un pont effectivement entre le projet de territorialisation, de rapprocher sur une même région, et je me tourne du coup vers Julie sur le fait qu'aujourd'hui SFR est délégataire d'un certain nombre de réseaux d'initiatives publiques, près d'une trentaine je crois, donc avec une présence territoriale forte. Est-ce qu'aujourd'hui, les mentors SFR sont plus des gens qui sont sur des fonctions, on l'a vu, contrôleurs financiers, RH, et est-ce que demain, on imagine que des gens qui sont plus sur le technique, sur les réseaux, et plus ancrés sur les territoires en province, puissent eux aussi devenir des mentors, et du coup, par là même, faire aussi mieux connaître ces métiers des infrastructures qui sont un petit peu en souffrance en termes de recrutement ou d'image? Alors oui, on peut tout à fait. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler des RH, c'est un peu dans l'expérimentation, c'est ce qui avait été fait. Il faut savoir que quand même, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est d'ailleurs une des raisons aussi, parce qu'on pourrait se demander, mais pourquoi on n'ouvre pas le déclic aussi au grand public, hein, et que c'est réservé, on va dire, aux salariés d'entreprise. On veut garder une certaine qualité en fait d'accompagnement. Les CV, tout le monde ne peut pas se prétendre pour accompagner quelqu'un sur un sujet, quand bien même ça soit des personnes qui sont on va dire, en basse qualification. Donc, c'est vrai que dans l'expérimentation, on était plutôt parti sur des RH pour vraiment tester ça. Je pense qu'on peut l'ouvrir sur des managers et tout type de personnes qui ont l'habitude, en fait. Mais voilà, il faut quand même avoir quelqu'un qui ait l'habitude, en fait, de pouvoir gérer des CV et apporter vraiment c'est ça, encore une fois, un accompagnement de qualité. Donc, si vous allez me dire, est-ce qu'on va aller sur ce n'est pas pour discriminer les techniciens fibres, mais si on va partir sur quelqu'un qui lui-même n'a pas l'habitude de gérer ou en tout cas de recevoir des CV, de lire des CV, d'avoir l'habitude de ce qu'attendent en fait un recruteur, c'est pas la Non, mais je pensais plus aux managers des techniciens fibres qu'aux techniciens fibres eux-mêmes. Exactement. Donc ça, oui, c'est ouvert. On le propose à tous nos salariés. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir. Je pense qu'avec l'idée de Grégoire notamment et du TechCare de se dire on va territorialiser, notamment, il y a une région qui est en cours de réflexion, une région pilote. On va travailler main dans la main avec WeTechCare pour pouvoir leur accompagner notre aide et oui, ouvrir sur différents types de métiers. Après, en ce qui concerne nos délégations de services publics et justement, notamment nos DSP, il faut savoir qu'on a quand on s'engage à déployer la fibre sur un territoire, on a aussi ce qu'on appelle un fonds d'usage dédié au numérique et à l'insertion professionnelle. Donc, c'est un budget qui est consacré pour favoriser l'inclusion numérique. Je vous donne un exemple très concret. Dans les Pyrénées-Atlantiques, où on a une DSP, le budget alloué du coup sur ce fonds d'usage a permis de recruter un médiateur numérique et a permis aussi de financer les passes numériques mis en place par le gouvernement. Je crois que c'était de l'ordre de 1200 passes, si je ne me trompe pas. Donc ça permet de financer un certain nombre de projets en faveur de l'inclusion numérique dans les territoires. Mais pour ce qui concerne en effet le déclic, oui, il y a une vraie volonté pour nous de l'ouvrir à un maximum de métiers et ça va être encore plus fort avec, je pense, cette déclinaison en région. Et nous, ça nous sert beaucoup
de pouvoir arriver dans le territoire avec un partenaire comme SFR, parce que qui, de par son activité, a aussi, est souvent très bien implanté dans les régions et même parfois a une connaissance de certains acteurs dans les collectivités ou des pouvoirs publics qui nous permet du coup d'arriver d'une façon beaucoup plus crédible aussi dans ce qu'on a à proposer. Voilà, même quand on va proposer le fameux pilote dans la région à laquelle Julie fait référence, on sait que quand on peut arriver en disant qu'on a déjà SFR qui nous suit dans la région, forcément, c'est une force qui est super valorisable, quoi. C'est quelle région? On attend un peu, on préférera le lancer. Voilà. C'est intéressant parce que c'est typiquement une région où voilà, on a une structure d'accompagnement renforcé des jeunes, une association qui a beaucoup de dispositifs d'insertion jeunes disponibles, qui sera ce fameux partenaire pour la redirection normalement. Et voilà, et une fois qu'on a un peu ce triptyque, les entreprises, cette structure d'accompagnement et le déclic, en fait, après, on peut pousser, on a notre triptyque qui tourne et on n'a plus qu'à lancer le programme. Ok. Pendant ce temps, n'oubliez pas d'ouvrir le chat, hein, puisque voilà, Jean-Marc nous propose un certain nombre de liens utiles, Jean-Marc Faure. Est-ce que l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, souhaite réagir, témoigner d'initiatives comparables ou de besoins spécifiques sur un territoire donné? La parole est à vous. Hein. Yannick? Oui, simplement une petite réflexion au passage. Moi, je constate, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis président d'une communauté de communes, donc sur la partie collectivité territoriale. Il y a quand même pas mal de jeunes de temps en temps quand même qui tentent, on va dire, de faire la passerelle, qui ont travaillé par exemple dans le privé, qui ont une première expérience dans le privé, qui cherchent éventuellement à intégrer une collectivité territoriale type mairie ou communauté de communes ou ce genre de choses. Et moi, ce que je constate, c'est que finalement, il y a un petit travail à faire par rapport à la présentation des CV et disons des bilans d'expérience, parce que on va pas interpeller les mêmes interlocuteurs quand on rentre dans une boîte privée ou quand on rentre dans une administration. Et souvent, ça m'arrive de constater qu'il y a, on va dire, des candidatures qui sont un petit peu pénalisées par des maladresses. Ne serait-ce que par exemple des jeunes qui postulent sur des postes en n'ayant pas foncièrement compris à qui ils s'adressaient. Alors déjà, c'est absolument pas une critique. Hein. Il y a 9 Français sur 10 qui n'ont toujours pas compris ce que c'est qu'une communauté de communes. On a encore du boulot, on le sait. Mais donc la proportion est la même chez les jeunes, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ne serait-ce que dans la façon de présenter l'expérience, ça pénalise. Et ça, je pense qu'il y aura un travail à faire là-dessus de façon à ce que il puisse y avoir plus de passerelles entre. Et puis, la chose aussi, et ce qui est terrible actuellement, mais là, c'est la qualité de l'écriture et de l'orthographe dans les lettres d'accompagnement et des CV, c'est une plaie. Récemment, j'ai encore reçu une candidature spontanée en mairie qui était écrite Monsieur le maire, ME, accent grave RE. Bon, quand c'est quelqu'un qui a un bac +2, ça fait quand même drôle, quoi. Et c'est vrai que des trucs comme ça, on en voit passer de façon régulière. Il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là parce que du coup, c'est un truc. On peut peut-être avoir des gens là qui sont plein de bonne volonté, qui sont intéressants, mais un truc comme ça sabre d'entrée l'envie qu'on a envie. Je veux dire, la DGS ou la DRH, elle voit ça, mais je veux dire, même pas ils arrivent en entretien. C'est clair. C'est vraiment ce qu'on leur dit. Je crois que c'est l'un des premiers conseils qu'on délivre, hein, c'est de faire attention aux fautes d'orthographe, aux fautes de grammaire. C'est vraiment récurrent. Hein. Et je pense que c'est exactement le point que mentionnait Julie tout à l'heure sur un peu une question nous qu'on se pose et un challenge qu'on a, mais un parti pris qu'on a pris aussi aujourd'hui de conserver, c'est du coup d'avoir sur la plateforme en bénévole des gens qui voilà, ont une certaine expérience de la recherche d'emploi, ont aussi peut-être un certain niveau de diplôme. Alors après, c'est toujours très… Il y a aussi des gens qui ont une très bonne orthographe sans avoir forcément fait de très longues études. Mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'on essaye de maximiser les chances d'avoir, et on veut s'assurer qu'on a en profil, on a en bénévole sur la plateforme quelqu'un qui effectivement ne laissera pas sortir un jeune avec un CV, avec des fautes d'orthographe ou une lettre de motivation pas française. Parce que ça, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est juste rédhibitoire direct.
Mais en fait, voilà, on se pose la question parce qu'on reçoit, maintenant qu'on commence à communiquer un peu sur le projet, parfois des candidatures de bénévoles directs. Alors, pour l'instant, on a de la chance, la situation ne s'est jamais présentée. On n'a jamais eu de candidature de quelqu'un qui ne nous semblait pas pouvoir être en capacité d'être coach sur la plateforme. Mais c'est une question qu'on se pose. De se dire justement, oui, il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable d'aiguiller le jeune. Mais c'est par exemple une question qu'on se pose aussi à long terme, c'est parce qu'après, fondamentalement, le meilleur mentorat, c'est aussi quand vous êtes capable de mettre un jeune en lien avec un parrain qui fait ce que fait le jeune. Et donc, c'est là où, par exemple, un jeune qui voudrait être garagiste, est-ce qu'on a plutôt intérêt à le faire coacher par un garagiste, même si ce garagiste n'a pas forcément une orthographe parfaite, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire coacher par un directeur marketing chez SFR qui connaîtra peut-être moins directement le métier, mais qui ne laissera pas passer de faute d'orthographe. Donc, c'est un peu toujours les questions, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, le parti qu'on prend, c'est de se dire que voilà, on cherche des bénévoles dont on peut être sûr à 100% qui laisseront sortir des candidatures qui n'ont pas ce genre de problème, quoi. Oui, Gilles. Oui, alors moi j'aurais une remarque déjà, c'est d'abord c'est une super initiative, je trouve ça très bien. Les bons clics sont des outils qu'on utilise nous dans nos ateliers, enfin les médiateurs, et qui sont des très très bons outils, notamment pour les niveaux bas, je dirais. Ouais. C'est pas toujours évident d'avoir des bons outils au niveau les plus simples en fait. Enfin simple, quand on sait. Mais ce n'est pas simple quand on apprend les bases, justement. Donc ça, c'était une petite remarque. Et petite question sur… parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, en fait, les coachs ou les mentors plutôt, les mentors sont tous des SFR pour l'instant, c'est ça? Ou c'est ouvert le gros contingent, c'était SFR. Et après, on a d'autres entreprises qui sont d'autres partenaires de l'association qui vont être Capgemini aussi, donc le cabinet de conseil en IT. Et on va avoir aussi, là, on intègre toute une promotion de gens de Google. Mais SFR a été vraiment notre partenaire historique et notre gros contingent de bénévoles. Mais vous faites un appel au peuple pour avoir plus de bénévoles d'autres entreprises ou pas? On va le faire bientôt. Mais l'idée, c'est déjà de faire un appel au peuple chez SFR déjà pour aller, parce que voilà, que maintenant qu'on a une team un peu d'ambassadeurs chez SFR qui peuvent parler de leur expérience, qu'on essaime aussi chez SFR et qu'on amplifie chez SFR, et qu'après on fasse venir éventuellement d'autres entreprises qui pourraient intéresser pour prêter main forte sur le projet. Et on réfléchit aussi, par exemple, même à intégrer des bénévoles, cette fois pas forcément d'entreprises partenaires, mais on sait qu'il y a des associations de mentorat classiques qui, là, en ce moment, sont peut-être un petit peu limitées dans leur activité de par la crise du Covid, la fameuse. Et donc, du coup, ils pourraient être intéressés pour prêter main forte un peu sur la plateforme. Donc, voilà, là, on est dans une phase où on est en train de revoir un peu techniquement la plateforme pour faire quelques petites modifications. Mais après, l'idée, ce sera d'amplifier et de recruter un peu à terme toutes les bonnes volontés qui veulent travailler sur le projet, mais toujours en s'appuyant sur, quand on a une équipe qui marche bien, on appuie dessus et on essaye déjà de faire le max dans cette équipe, quoi. En complément, c'est vrai qu'il y a l'aspect mécénat de compétences, en tout cas, on va dire bénévole, mais c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi financier. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, la volonté était, c'était un projet qui était co-construit avec WeTakeCare, et donc qui a été entièrement financé par la Fondation SFR. Et on s'était toujours dit qu'au bout d'un an ou deux de lancement, c'est important que l'association et que le dispositif puisse être ouvert aux autres entreprises. Donc aujourd'hui, c'est le cas. On est plutôt dans la phase de projet. Au départ, il était 100% mécène unique, 100% financé par la Fondation SFR. Aujourd'hui, on ouvre à d'autres sociétés, aussi bien sur du bénévolat, mais parce que c'est aussi un peu ça, l'objectif, c'est que ce soit aussi ça, le modèle économique du dispositif, c'est que les entreprises puissent apporter des bénévoles, mais puissent aussi financer, parce qu'il faut que cette plateforme, elle puisse continuer à être développée, elle doit être sans cesse améliorée. Il y a encore des points d'amélioration, des points d'optimisation à apporter. Et donc,
Et grâce aussi à nos fondations, grâce au soutien financier qu'on peut le faire. D'accord. Et je me demandais aussi, est-ce que vous avez des liens avec les promeneurs du net? C'est une association avec laquelle on voudrait échanger justement. Parce qu'effectivement, eux pourraient aussi faire ce travail de nous mettre en contact avec des jeunes. Donc, c'est typiquement des associations alors pour lesquelles, là, comme on l'expliquait, on est un peu dans une phase pour l'instant pas de rodage, mais de révision un peu sur la plateforme de certaines choses qu'on a vues pendant le pilote qu'on est en train de retravailler. Et après, l'idée, c'est dès le mois d'avril de commencer à monter en charge, donc notamment en allant chercher plus de bénévoles dans d'autres structures et aussi notamment de faire aussi ces fameux parrainages avec des associations. Donc typiquement, les promeneurs du net, c'est un peu ce que je mettais derrière des associations un peu. Donc là, eux ne font pas directement du parrainage, mais toutes les associations qui sont un peu sur ces sujets-là, de voir si ça les intéresse de contribuer sur la plateforme. Je pense qu'il y aurait aussi la Fédération des centres sociaux qui serait intéressant à mettre dans la Fédération des centres sociaux. Ouais. Oui, les promeneurs du net ont souvent les deux casquettes d'ailleurs d'animateurs. Oui, tout à fait, c'est pour ça que je me permets d'analyser ça. Le foyer de jeunes travailleurs aussi. Et dans l'idée de l'aide de proximité aussi, surtout pour le milieu rural, peut-être mettre dans la boucle aussi les maisons France Service. Hein. Donc la Fédération des centres sociaux, peut-être l'UNCAS aussi, enfin je ne sais pas, les CCAS. Hein. Et puis donc Maison Française, enfin peut-être que la clé d'entrée serait peut-être plus du côté des MFR, enfin les maisons France Service. Dans les maisons familiales et rurales. Après, ça dépend parce que d'une région à l'autre, ce ne sont pas forcément les mêmes structures, c'est pas forcément les mêmes entités. Vous en avez encore qui fonctionnent en régime associatif avec une délégation de services publics par les collectivités. Il y en a d'autres qui sont complètement professionnalisés maintenant. On a vraiment tous les cas de figure. Donc, je pense que c'est… Par contre, effectivement, là, je vais prêcher pour ma paroisse des maires ruraux. C'est vrai que c'est une initiative à faire remonter, je pense aussi à l'association des maires ruraux au niveau France. Et eux, les services peuvent faire redescendre cette information au niveau des départements. Et justement, en fonction des cas de figure, on saura adapter parce que, a priori, pour l'instant, en France, on ne travaille pas dans le Morbihan comme on travaille en Seine-et-Marne. Voilà, c'est comme ça, mais il faut s'adapter. C'est vrai que localement, il peut y avoir des structures qui existent. Par exemple, chez nous, on a la fabrique emploi et territoire. Voilà. Chaque coin a ses structures. Et puis, c'est lié aussi à la motivation des gens. C'est-à-dire qu'il suffit que vous ayez un élu local qui prenne l'initiative à bras le corps et qui décide de la valoriser. Ce sera 10 fois plus de boulot abattu en 6 mois que si vous avez des élus qui mettent ça en dessous de la pile et ça n'avance pas. Alors oui, Ruralitique sera l'occasion fin août effectivement de promouvoir ce dispositif auprès de la MRF et de l'ensemble des présidents d'associations des maires ruraux. C'est déjà ce qui est envisagé et prévu. Il est 18h38. C'est typique d'un dispositif qui sera valorisé justement lorsqu'il y a le congrès national, par exemple, au niveau des maires ruraux. Ça, c'est vraiment tout à fait hyper intéressant à avoir. Quitte éventuellement à solliciter le conseil d'administration, et ça je peux le faire, pour par exemple obtenir une table ronde sur le sujet. Ça peut être vachement intéressant d'avoir justement en plus, on aurait des gens du Puy-de-Dôme qui nous diraient que chez eux ça fonctionne de telle façon, ceux du Nord d'une autre façon. Et c'est surtout, moi c'est mon cheval de bataille sur tout ce type de sujet. Ce qui est hyper important, c'est le retour d'expérience. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça évite à tout le monde de perdre du temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on essaie de mettre sur place un dispositif, et puis il y a le collègue d'un autre département qui fait voilà, pars pas là-dedans, parce que nous, on a essayé, on a perdu du temps, on a perdu de l'argent. Ça sert à rien, ça fonctionne. Par contre, on a trouvé un truc de substitution qui, ça fonctionne vachement bien. Et c'est vrai que quand on arrive à se les approprier, on peut gagner du temps.
Ok Yannick, la balle est dans ton camp, tu en parles à Michel. Hein. En général, donc, le congrès de la MRF se déroule environ un mois après Ruralytic. Donc, ce sera effectivement Vous l'opportunité. serez chaud, là, vous serez prêts. Ouais, je pense qu'ils seront bien entraînés. Il est 18h40, on a gratté 10 minutes, mais enfin, comme on passe du bon temps, voilà, hein, c'est la vie, on n'est pas collé à notre montre. Merci donc Grégoire, merci Julie, Merci. voilà, merci Avec plaisir. à nos invités du jour. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Fabien Ferrazza de DocaPost, filiale de la Poste, qui nous parlera du socle numérique de base de l'école primaire. Vous en avez entendu parler. Voilà, il y a de l'équipement. On se dit que toutes nos écoles ne sont pas au même niveau d'équipement et qu'il faut corriger ça, principe d'égalité. Eh bien, on va en parler avec nos amis de DocaPost qui sont en train de mettre les mains dans ce cambouis-là. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Puis je vous dis à la semaine prochaine sur les lundis de Ruralytic. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée.